Bonjour tout le monde, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai le privilège d'être accompagné de Marc-Olivier Godbout, planificateur financier à la Financière Banque Nationale. Donc, en fait, on veut parler aujourd'hui de planification financière. Donc, Marc-Olivier, en fait, est-ce que tu peux nous donner un peu le topo sur comment tu opères, en fait, dans la planification financière de nos clients? Quels sont les éléments que tu regardes en premier, puis de façon générale? Oui. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Absolument. Bien, le but de la planification financière dans ma pratique, c'est vraiment de répondre à deux choses. Les clients ont des questions, donc ils arrivent avec leurs questions, on essaie de leur amener des réponses, puis des explications qui sont simples, qui sont claires, qui leur parlent, puis qui leur permettent d'avancer. L'autre élément que je couvre, c'est des éléments que les clients n'ont pas nécessairement en tête, mais qu'on se dit qu'ils devraient savoir. Par exemple, mourir sans testament, c'est pas une bonne idée. Avoir une hypothèque, 2 enfants en bas âge, pas d'assurance, c'est pas nécessairement une bonne idée. Avoir une épargne qui est trop faible ou dans un endettement qui est trop important, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, des fois, c'est des conversations qui sont plus difficiles à avoir, mais je pense que comme professionnel, c'est notre rôle d'amener ça. Dans le respect, on n'est pas là pour jouer au père ou à la mère. En tout cas, je ne vois pas mon rôle comme ça, mais vraiment de donner l'air juste au client pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions possibles. Puis en plus, à l'intérieur de la planification, c'est qu'on couvre différentes idées, différents projets que les clients peuvent avoir. Un des principaux projets, c'est la retraite. Donc, l'optimisation des retraits, l'accumulation pour la retraite. Donc, peux-tu nous donner un petit peu peut-être d'idées sur c'est quoi un peu les revenus de pension ou comment on est capable d'optimiser à ce niveau-là pour les clients? Excellent. Bien, très bonne question, Michel. Puis, pour rendre ça un petit peu plus concret, je travaille beaucoup avec des gens qui sont sur le point de prendre leur retraite ou qui l'ont pris dans les derniers mois, ou les quelques dernières années. Puis, on commence par les rassurer quand c'est le cas, évidemment, pour dire bien, vous avez accumulé suffisamment d'actifs. Donc, la portion difficile, vous l'avez faite et vous ne manquerez pas d'argent jusqu'à la fin de vos besoins, malgré qu'on soit toujours prudent au niveau de nos hypothèses pour être sûr que la réalité soit mieux que ce qu'on a prévu. Okay? Donc, on prépare le pire et on espère le mieux, si je peux permettre d'illustrer. Mais un coup que ça c'est dit, les clients disent « Oui, mais je suis habitué de recevoir une paye qui est déposée à toutes les 2 semaines. Le mois prochain, je vais être à la retraite, j'aurai plus ce salaire-là. Mon argent vient d'où? » Donc, c'est là où on rentre avec le concept de ce qu'on appelle l'optimisation du décaissement. Puis l'optimisation du décaissement, c'est de faire un mélange ou une recette, je vais le dire comme ça, entre les différents actifs, différentes sources de revenus possibles que les clients ont à leur disposition pour viser un maximum d'efficacité fiscale. Okay, bref, de réduire la facture d'impôt, pas juste l'année 1, mais grosso modo tout au long de la projection, donc jusqu'à la fin de la vie des clients. Donc, ça, c'est l'entrée en matière. Puis une des grandes questions que nos clients nous posent tout le temps, c'est, bon, qu'est-ce que je fais avec la RRQ ou la RPC? Est-ce que ça vaut la peine de repousser de 65 à 70 ans? La même chose pour la PSV. Comment tu regardes ça, toi, ton côté, pour faire des recommandations? OK, très bon point. Les deux éléments là-dessus les plus importants pour moi, c'est d'abord l'état de santé. La raison étant simple, quand on accepte de repousser nos rentes gouvernementales, c'est pour avoir une plus grosse rente, un plus grand montant mensuel. Donc, évidemment, pour profiter financièrement de cet avantage-là, il faut qu'on reçoive ce plus gros montant-là plus longtemps. Donc, quelqu'un qui aurait une espérance de vie limitée, bien, probablement qu'il a avantage à demander ses rentes gouvernementales le plus tôt possible parce qu'il n'aura pas le temps de récupérer l'augmentation qui viendrait d'un report. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que de le repousser, c'est qu'il faut s'autofinancer finalement pendant 5 ans avec nos actifs actuels. Absolument. Pour être capable de bénéficier finalement d'une bonification de la rente par la suite. Oui, donc, puis tu touches un bon point. On entend souvent dans les conversations en général de dire « Bien, moi, je vais prendre mon RRQ à 60 ans parce que c'est là où j'en ai besoin. » Le point est valide si on n'a pas d'autres ressources. Tu sais, Michel, les clients avec qui on travaille ont déjà un portefeuille accumulé. Donc, on ne dit pas de dépenser plus ou de dépenser moins en fonction de « je reçois ma rente » ou « je ne la reçois pas et j'ai choisi de la reporter ». Ce qu'on dit, évidemment, c'est tu vas être en mesure de dépenser la même chose. Mais si on reporte la rente, bien forcément, on va faire plus de retrait dans le portefeuille. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux.
C'est ça. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup. En fait, on a couvert une portion, je pense, très sensible au niveau de la retraite. Et puis, on va revenir avec d'autres capsules sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées qu'il y a après la vidéo. Merci.